Alors bonjour Hernando, nous sommes sur We Have a Dream encore. Et alors aujourd'hui tu vas pouvoir nous raconter la suite de ton histoire que tu avais déjà commencé à nous expliquer dans la partie 1, où tu racontais ton enfance dans un petit village de Colombie, et jusqu'à ton arrivée en France, et toutes les mésaventures que tu as vécues. Et tu terminais donc sur le fait que tu avais été en prison, et en fait que finalement ça avait été une expérience positive parce que dans la prison tu étais protégé, parce que dans la prison tu avais à manger tous les jours. Tu nous racontais que sur la fin que tu avais été muté en Dordogne. Exact. Et que s'est-il passé ensuite dans ta vie? Ah, bon, ben là, c'était une belle aventure aussi. Donc là, je suis arrivé en Dordogne pour terminer ma peine, mais je crois que je l'ai déjà dit ça dans la première partie. Mais bon, on va faire une petite mémoire. Donc j'arrive là et je passe à peu près 1 an et demi dans un centre de détention qui s'appelle Moussac. C'est dans un petit village qui s'appelle Moussac en Dordogne, pas loin de Bergerac. Et voilà, là je passe 1 an et demi, puis après je sors de là et on me laisse libre en France. Mais c'était un peu spécial la situation parce que j'étais en situation régulière mais illégale. Je n'avais pas le droit de travailler, j'avais le droit de rien. Je pouvais rester en France, mais en fait je n'avais aucun statut. Par chance, mon ami visiteur des prisons de Paris, qui était un homme assez influent, comme je l'avais dit, je crois déjà en première partie, sinon je ne me souviens pas trop bien, mais donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a visité en prison et qui m'a beaucoup aidé. Il se trouve que c'était un grand ami du ministre de la Justice de l'époque. Et le jour de mon expulsion en Colombie, j'avais déjà le billet d'avion et tout. Mais même pas 12 heures avant, à l'époque, le directeur de Moussac reçoit un fax direct du ministère de la Justice, garde des Sceaux, qui dit que mon expulsion était un sursis, donc qui devait me libérer quand même. Et donc là, je me suis trouvé en 31 décembre à 8h30 du matin devant les portes du centre de détention de Moussac. Et mon ami, il a appris ça aussi très vite, et donc il a roulé toute la nuit pour venir, l'ami visiteur. Toute la nuit, il a roulé, et il attendait que je sorte. Et là, je suis sorti, voilà, ça commence un peu l'aventure. Lui, comme il était assez affluent, il avait une amie qui travaillait ici aussi, au tribunal de commerce de Bergerac. Et à partir de ce moment-là, il a mis un réseau en place, et il y a eu une personne qui a voulu bien me loger, et lui, il payait un petit loyer. Et après, il m'a payé des cours de français en auditeur libre, dans un endroit qui s'appelait l'APP. Voilà, qui veut dire atelier pédagogique personnalisé. Donc c'était seulement pour les langues étrangères, et je me suis trouvé là avec plusieurs étrangers à apprendre le français mieux. Je le parlais déjà, mais c'était juste pour apprendre à écrire un peu mieux. Et voilà, il s'est passé que donc je suis sorti le 31 décembre 1993. Et voilà, pendant 6 mois à peu près, jusqu'au mois de juin 2014. 94, pardon. Je mélange les dates un peu parfois. En 94, je suis invité par des gens dans un château. J'avais découvert la musique classique, mais plutôt la musique baroque, et je trouvais que ça était génial, cette musique. Tout d'un coup, les amis de la personne où j'habitais nous ont invités dans un château, et il y avait un concert baroque. Et là, voilà, on écoutait le concert, et à la fin du concert, elle me présente une dame. Et puis voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'après, on nous a invités à manger, et on est resté pour le dîner du soir. Et on m'a mis à côté de cette dame, et puis depuis ce jour-là, cette dame et moi, on ne s'est jamais quittés. Et on a vécu près de 23 ans ensemble. Donc, en 97, le 13 août 97, on s'est mariés. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour elle, celle qui est devenue mon épouse, que
J'ai vécu 17 ans d'une vie merveilleuse, tout à fait en harmonie, en grande harmonie. Mais après, il y a eu beaucoup de changements en moi. J'ai beaucoup évolué, parce que j'étais quand même légèrement plus jeune qu'elle. Elle avait 17 ans de plus, ou elle a 17 ans de plus que moi. Et j'ai changé un peu. J'ai beaucoup évolué, mais c'est elle qui m'a amené au bouddhisme. Chose assez extraordinaire, elle m'a amené pour la première fois au village de Prunier en 1995. Et depuis, je dis, tiens, ce monastère, ça m'intrigue et j'aimerais vivre là. Et elle ne me croyait pas. Mais à peu près 7 ans plus tard, je suis revenu et elle est venue avec moi pour quelques journées de pleine conscience et tout ça. Et on a partagé de bonnes choses. On faisait du yoga tout le temps ensemble, la méditation. Et elle m'a appris à être végétarien parce que je ne l'étais pas du tout. Venant de la jungle colombienne, j'avais appris à chasser, à pêcher et on mangeait naturellement. Mais après, j'ai pris conscience de ce que c'est d'être végétarien. On n'est pas végétarien pour être végétarien. Sinon, c'est une prise de conscience et le respect de la vie par rapport au premier entraînement des 5 entraînements. Donc, du coup, voilà, j'ai vécu quand même donc 17 ans, très harmonieux. Mais après, mon évolution spirituelle a beaucoup changé. Et puis le fait que je n'avais jamais revu ma famille, après 18 ans que j'étais en France, je suis allé pour la première fois. Et là, quand je suis retourné en Colombie, c'était quelque chose de très spécial. Parce que, comme je vous ai raconté depuis le début, tout ce que je le faisais pour aider ma famille qui était très pauvre, mes frères et sœurs et tout ça. Et donc, même en prison, j'avais trouvé l'occasion de travailler, de gagner un peu d'argent. Et j'envoyais, à l'époque, je gagnais à peu près 700 francs, entre 700 et 800 francs par mois. Et j'envoyais à peu près 80-95% de cet argent. Et même pour l'époque, ça faisait beaucoup d'argent en Colombie. Quand je suis retourné au bout de 18 ans, ma famille ne croyait pas que j'avais été en prison. Parce que comme j'envoyais de l'argent, ils disaient, il est riche. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, ma famille, avec son ignorance, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est combien d'argent tu as en banque? Et ta femme, waouh, elle est belle et en plus, elle est européenne. Est-ce qu'elle a aussi beaucoup d'argent? Et là, c'est une catastrophe parce que je me suis un peu fâché avec ma mère et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ma mère, la première, quoi. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, je ne vous ai jamais envoyé de l'argent. Ce que j'ai envoyé, c'était de l'amour, du soutien et je m'attendais à avoir un accueil autre qu'en me demandant combien d'argent j'ai en banque. Et les sentiments et l'humanité, elle est où? Et donc j'ai beaucoup souffert et ça a été une des causes de disharmonie parce que donc, mon épouse, elle n'a pas compris. Elle a toujours cru que j'étais hyper solide, elle me voyait comme un être très 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 solide et elle m'admirait beaucoup. Mais après, quand je suis rentré de la Colombie, j'étais effondré, j'avais plus de famille. Ma famille, mes parents, je dis, wow, comment est-ce possible? C'est très difficile d'avoir fait tout ce que j'ai vécu en Europe, en France notamment. Parce qu'après la prison, j'ai travaillé parfois à moins 7 degrés dans les vignes, travaillé comme un ouvrier agricole. Et cela, ça a été quelque chose de, wow, de vraiment bouleversant pour moi. Et du coup, mon épouse, elle ne comprenait pas parce que malgré ça, je disais qu'on n'avait pas le droit de trop condamner ma famille et elle commençait à juger ma famille. Et je n'acceptais pas ça. Et après, de temps à autre, il m'appelait quand même, il me demandait encore un peu d'argent et je ne résistais pas et j'arrivais à envoyer encore un petit peu d'argent parce que je croyais qu'ils ne pouvaient pas manger, quoi. Et malgré que je les avais vus et qu'ils vivaient beaucoup mieux. Ça avait beaucoup changé en 18 ans. Et voilà. Et donc, ça a été quelque chose d'assez difficile. Et à partir de là, je commence à me réfugier un petit peu dans la Sangha ici, venir souvent à écouter Thaï 2 fois par semaine au village des Pruniers. Et puis, mon ex-compagne, qui maintenant on vient de divorcer, elle a commencé à dire que je passais trop de temps ici, qu'elle avait besoin de moi, qu'elle voulait me voir plus et tout ça. Et du coup, je commençais à me sentir très très mal. Et à la fin, j'ai fini presque par une grosse dépression et je pouvais même plus travailler. Les 3 dernières années que j'ai vécues à la maison avec elle, je vivais vraiment très mal. Je n'étais plus heureux du tout. Et
Et voilà, ça a commencé comme ça à se dégrader un peu notre situation, notre vie de couple. Malgré que je l'aime toujours aujourd'hui, pour moi, elle reste un être très important. Mais l'amour que j'ai pour elle est totalement différent. C'est quelque chose d'un homme libre. Moi, aujourd'hui, je me sens assez libre, beaucoup plus. Et donc, je pense que grâce à elle, je peux devenir moine, puisque c'est elle qui m'a présenté, il m'a parlé beaucoup du bouddhisme, elle avait été vivre en Inde et tout ça. Et donc, elle me parlait beaucoup de ça et je ne connaissais pas. Mes parents étaient chrétiens, protestants. Et moi, j'ai grandi aussi un peu avec les Indiens en Amazonie, un peu comme j'avais dit au départ, je crois, dans la forêt et tout ça. Donc là, j'avais appris énormément de choses et je ne croyais pas beaucoup à un seul et unique Dieu, parce que les Indiens apprenaient que tout était vivant et que tous les êtres vivaient. Tout ce qu'il y a sur notre planète est vivant. Et à partir de ce moment-là, ça me convenait bien. Parce que quand j'avais 12 ou 13 ans, donc on m'a baptisé chez les protestants quand même, parce que je suivais ma mère et mon père, comme je vous avais dit, l'homme qui m'a élevé. Et à partir de ce moment-là, je commençais à lire la Bible. J'ai beaucoup appris avec la Bible, à lire, à écrire et tout ça. Et quand je fais ça, je devenais un très bon évangélisateur. Et voilà, et donc c'était bien, mais j'ai eu quelques difficultés avec le pasteur parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il nous enseignait et ce que je lisais dans la Bible. Donc à l'âge de 17-18 ans, on m'a viré de l'église. Il disait que j'étais un possédé, que je n'avais pas le droit de parler comme ça. Donc il était un peu rigide, le pasteur, mais bon, peut-être qu'il avait raison, j'étais quand même un peu insolent. Et j'aimais, bon, j'étais une parole assez facile, et quand je parlais de Jésus-Christ, je parlais avec tellement de force en moi et de foi. Pour moi, je continue à dire que c'est mon meilleur maître, et c'est un des grands maîtres. Et maintenant, avec le Bouddha, que c'est extraordinaire, et Thaï, ici au village des Pruniers, je me sens très très fort. Donc chaque fois que j'ai pu partager ma foi avec les gens, même chez les protestants, j'avais beaucoup de... Je ne sais pas comment trop dire, mais il y avait des gens qui se mettaient à pleurer, ils voulaient se repentir, comme ils disaient les protestants, et il y en avait qui rentraient dans l'église, dans le protestantisme. Mais j'étais en désaccord total avec le pasteur, et il m'a viré, quoi, en fait. À un moment, il a dit, mais votre fils, il a dit à ma mère, votre fils, moi j'ai fait beaucoup d'années d'études pour étudier la Bible, pour devenir pasteur, et lui, il se permet de dire des choses que je ne sais pas d'où il les sort. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je parle avec le cœur et non pas avec la littérature. J'ai la chance de ne pas être un intellectuel et que je n'ai pas fait d'études. Non pas que je jette une pierre contre les intellectuels ou les personnes qui sont cultivées. C'est aussi extraordinaire. Mais moi, j'ai grandi dans l'école de la vie. Là où tout se vit, pour de vrai. On ne fait pas semblant et on n'apprend pas des théories. Sinon que je vis vraiment chaque instant. Je me considère parfois comme un petit animal. Je suis un animal. Un animal qui vit beaucoup à l'intuition, à l'instinct, et qui respecte la vie, parce que la vie, elle me respecte toujours, et elle m'a toujours guidé là où j'y vais. Et donc aujourd'hui, voilà, après tout ça, malgré tout, je n'ai jamais eu réellement beaucoup de haine contre l'extérieur à moi, contre tout ce qui peut m'arriver, et je me sens aujourd'hui avec beaucoup de gratitude, et je suis vraiment très, très, très reconnaissant de la vie. Et la vie, elle nous donne toujours tout ce que nous avons besoin, mais des fois, c'est que nous ne sommes pas très attentifs à la vie. Mais j'ai eu cette chance, même dans les moments difficiles, je trouvais toujours une petite porte de sortie, jusqu'à maintenant que je me trouve là, dans un lieu extraordinaire, avec des gens merveilleux qui viennent tous les ans, et avec les frères et sœurs, nous partageons une vie extraordinaire. Des fois difficile quand même aussi, comme dans toute société, mais nous avons quand même un entraînement à la pleine conscience, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Et voilà, aujourd'hui, ma vie est
est une merveille. Il n'y a pas trop de mots pour le dire. Je n'ai juste qu'à me lever tous les matins et dire merci. J'ai confiance et gratitude. Alors voilà, je me sens assez confiant, assez solide d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. La vie m'a enseigné énormément. Et aujourd'hui, ben voilà, je veux être tout simplement là, avec moi, et si possible avec tous ceux qui sont autour de moi. Voilà, ça c'est en gros le résumé de ma vie. C'est la deuxième partie et la fin pour le moment. Alors, merci beaucoup Simon pour cette opportunité extraordinaire que tu me donnes de m'exprimer. Et un bonjour à tous ceux qui le voient. Et un beau sourire et beaucoup de joie. Profitez de chaque instant car chaque instant est une merveille.